bonjour à tous. Voilà pour donc notre session Product Owner Star de l'équipe Agile. On va commencer quand même par les sponsors. Si j'active ma télécommande, ça fera plus stylé. Voilà. Est-ce qu'on fait les faillots? Voilà, donc on remercie tous les sponsors, hein. Neo, Platinum quand même. Voilà, puis Gold, IOVA, Visory, Good, Renault Digital, Opera Partner, Pivotal, Highway, InSpirit. N'oublions pas ceux qui payent un peu moins, mais c'est aussi grâce à eux qu'il y a la conf. Voilà, Receivers, Zenvalue, SQL Digital Experience, Spectrum Group, News, JFO Conseil, Atlassian, AG4Me, ET Consulting, Wizing, et les partenaires Microfocus Community, Reactive et Roti Express. Hein, qui est très bien Roti Express, je le rappelle. Et bien donc on va vraiment démarrer donc, le dur du sujet. Voilà. Donc il y a un sous-titre, je crois, Nathalie. Exactement. Le sous-titre, c'est « Entre fantasme et réalité ». Voilà. Donc moi, je suis Jean-Pierre Lambert. Et moi, je suis Nathalie Keo. Et on se présentera plus dans le détail un peu plus loin quand on aura vraiment motivé pourquoi on fait cette conf. On va commencer par une petite scène de fantasme de ce que c'est le rôle de PO. Salut Jean-Pierre. Eh, salut. Mais tu fais partie de la boîte, là? C'est ça? T'as reçu le nouveau mug? Exactement, je viens d'arriver cette semaine. Eh, mais c'est quoi ton rôle déjà? Je suis PO. Je viens d'arriver dans la boîte, je suis PO. Mais avant, j'étais développeur. J'ai commencé par faire du dev. Et ensuite, je me suis dit, et pourquoi pas quitter le cambouis pour monter, aller faire du chef de projet technique. Et ensuite, la technique, c'est pas cool. Donc, du coup, pourquoi pas faire chef de projet fonctionnel? Et me voilà aujourd'hui en tant que PO dans la boîte. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis QA. Ah. Ouais, c'est pas très sexy. Hein. Non, franchement, PO, ça a l'air super, quoi. Je crois que tu choisis le produit, tu définis le truc, tu gères une équipe aussi, je pense. Exactement. Exactement. J'ai vraiment hâte de commencer dans cette boîte. J'ai plein d'idées, vraiment plein d'idées. J'ai même hâte de rencontrer mon équipe. J'ai tellement hâte que j'ai vraiment envie de contribuer à ce produit-là et de mettre la main dans le produit. Parce que, contrairement à toi, je pense que tu es à 5e roue du carrosse. Oh, ça va. On le sait tous. Je vais pas en rajouter. En tout cas, ça envoie du rêve. Hein. Moi, j'aimerais bien être PO aussi. Hein. Eh ben, à bientôt. Je pense qu'on va travailler ensemble. On verra. Bon, on se croisera au détour d'un PI planning. Bon. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans cette vision un peu traditionnelle et un peu cliché, on voit que le produit, ça fait rêver. Parce qu'on est un peu quand même de l'autre côté de la tech. C'est un métier qui est assez créatif, qui est, contrairement finalement au métier de développeur, qui est peut-être un peu plus gratifiant, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Attends, enfin, tu peux aller au bout, tu peux le dire carrément, quoi. La tech, c'est sale. Non, je n'oserais pas quand même dire ça. Écoute, enfin, quand tu as le dîner de famille, dire que tu es technicien, que tu fais du dev, c'est pas très glorieux, quoi. Alors que franchement, tu fais le produit, c'est la fête, quoi. Tu sais, t'as le fils prodigue et puis t'as l'autre, quoi. L'autre. Voilà, exactement. Et pourquoi, en fait, cette vision-là qu'on se dit qu'on a envie de mettre la main, qu'on met sa patte plutôt dans le produit? Parce que finalement, on commence par, piloter un projet, donc manager un produit. Et puis petit à petit, on va monter les échelons et on va avoir du pouvoir. Et dans le système et dans la culture française, quand on a du pouvoir, c'est une forme et une image de réussite. Et ce qui nous emmène d'ailleurs un peu au deuxième item. Gérer une équipe. Exactement. Si on déroule un peu cette pelote de l'image, après le produit, on a l'équipe. Plus l'équipe est grande, plus je me sens important. C'est la base du management, ça. Oui, parce qu'en plus, je peux dire, mais toi, tu vas faire ça. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et il faut le rendre à ce moment-là. Donc ça confère en fait finalement une image de pouvoir et de réussite vis-à-vis de la famille au moment du dîner de famille. C'est clair, c'est la compétition entre les frères et sœurs, celui qui réussit le mieux dans la fratrie. C'est combien j'ai managé de personnes dans mon équipe. Et toi, tu manages combien de personnes? Et toi? Ouais.
Bon, mais du coup, c'est quand même un peu n'importe quoi tout ça, non? Mettre sa patte dans le produit, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis vraiment là pour me faire plaisir? Non, pas trop, je pense pas. Quoi. On va dérouler par la suite pourquoi, mais c'est pas ma vision des choses en tout cas. Oui, oui, et puis après, on voit bien, il y a ce cheminement intellectuel de ouais, je gère un produit, donc je gère un projet, donc je gère des personnes, et puis finalement, de fil en aiguille, donc on lui demande d'être garant de ce qui se passe. Donc d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'il y a autant de product owners qui font la validation, parce que c'est ce que leur demande le management, c'est d'être sûr que ce qui sort, ça marche. Et pourtant, je ne code aucune ligne de code. Ben oui, c'est un peu bizarre d'ailleurs de lui mettre la responsabilité alors qu'il a rien écrit. Il est garant de rien. C'est bizarre, non? Écoute, si on spoil un peu la suite, hein, c'est quoi? Il y a quand même un sujet un peu, je crois, dans l'agilité, Scrum, tout ça, c'est l'auto-organisation. Et on ne le retrouve pas toujours dans ce qu'on voit. Bon, on se présente? Allez. Donc moi, je suis Nathalie Keo, je suis product owner actuellement chez Colibri. Une petite start-up qui fabrique en fait des brosses à dents et des applications aussi. Et j'ai rencontré, lors de mon parcours chez France Télévisions, Jean-Pierre et notamment beaucoup de coachs expérimentés. Et j'ai envie de partager aujourd'hui mon expérience de product owner. Et moi, donc, je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant. Voilà, moi, je vais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur mon blog. J'anime également Scrum Life, donc une série diffusée sur YouTube qui parle du quotidien des équipes agiles. Voilà, il y a un petit raccourci, scrumlife.tv. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner, bien entendu. Et donc, donc, pourquoi on est là, Nathalie? Parce que le rôle de product owner, il est vraiment à la mode. Et en fait, si on s'amuse un peu à regarder sur LinkedIn toutes les fiches de poste, on en voit un peu à toutes les sauces. Mais pourquoi on veut tous être PO, finalement? Autre que ce qu'on a dit précédemment? Parce que c'est fun, finalement. De pouvoir créer des fonctionnalités, d'avoir une équipe en dessous de soi, c'est fun. C'est un signe de réussite. Mais finalement, je trouve que ce fantasme est un peu réducteur. Et donc, on se rend compte finalement qu'il y a peut-être une connaissance partielle de ce métier, ou de ce rôle plutôt. Parce que le product owner est souvent associé au chef de projet, à MOA, et je pense qu'on peut en lister encore des tonnes et des tonnes. Donc aujourd'hui, on est là pour déconstruire cette idée-là, les idées reçues, et que vous montrer aussi que le rôle de product owner, il est bien plus complexe en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Ou au moins subtil, du moins. Exactement. C'est toujours le fameux, c'est à chaque contexte sa solution. Donc est-ce que Jean-Pierre, tu peux nous expliquer aujourd'hui? Oui. Je suis assez d'accord, mais il faudrait demander à un ingénieur son. Je ne sais pas. Je tente ça. Eh bien, je suis aussi démuni que vous. Bon, on peut demander à Arnaud d'aller chercher un ingénieur son, sauf s'il est déjà parti. Bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On va essayer de continuer. On s'excuse. Désolé. Donc du coup, tu me demandais est-ce que je pouvais, expliquer c'est quoi le rôle de PO. Voilà, donc prendre un peu ma casquette de coach qui sait tout, parce qu'on sait toujours tout évidemment quand on est coach agile. Donc product owner, la définition du rôle. Alors, comment on peut une bonne manière de le voir? Alors déjà, faut être clair, hein, product owner, c'est un rôle qui vient de Scrum. Il a été adopté, élargi dans plein d'autres contextes, mais à la base, ce n'est rien d'autre qu'un rôle de Scrum. Si on ne fait pas de Scrum, product owner, c'est un rajout, c'est un extrait. Donc du coup, logiquement, ça semble bien de se tourner vers Scrum, et donc par exemple vers un des deux papas de Scrum, Jeff Sutherland, le marketing des deux, entre Ken Schwaber et Jeff Sutherland, inventeur et co-créateur de Scrum. Et justement, il y a,
Je pense que c'est cette année, il y a moins d'un an, justement, il a écrit un article ou assimilé où justement il répondait à la question c'est quoi le lien entre product owner, product manager, est-ce que c'est le même rôle, est-ce que c'est différent, est-ce qu'il y en a un qui englobe l'autre, etc. Et du coup, il répondait en revenant aux origines en fait, du rôle, les premières fois qu'il l'a introduit. Alors il faut se dire que ça remonte à longtemps, hein, puisque Scrum c'est les années 90, hein, donc peut-être même des personnes qui n'étaient pas encore nées quand Scrum a été inventé. Moi j'étais né, mais je ne faisais pas encore d'agile. Et donc qu'est-ce qu'il nous raconte dans cette histoire? Eh bien, il nous dit qu'il a pris, donc dans l'entreprise qu'il accompagnait, il a pris le meilleur product manager de l'entreprise. Donc product manager, c'était un rôle qui existait, mais un rôle typiquement marketing. Donc encore une fois, ce n'était pas la même définition qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on en retrouve une définition assez proche, on ne sait pas trop par rapport à product owner. Non, à l'époque, c'était littéralement un rôle d'une personne qui gère le produit dans le marketing. Donc il va prendre cette personne-là et il la forme à travailler avec une équipe d'ingénieurs. Voilà. Donc la première chose qui est quand même très importante à relever, c'est de se dire que c'est avant tout un rôle marketing. Voilà. C'est un product manager avec plus de responsabilités, puisque justement il est en contact avec l'équipe d'ingénieurs. Mais voilà, mais donc j'ai quand même vraiment envie d'insister dessus. Cette personne, elle a un background marketing et ses activités, pour l'essentiel, ça reste des activités marketing. Effectivement, on construit un produit, on a besoin de faire des études de marché, etc. etc. Et vraiment, voilà, la mission de ce product owner, par rapport au rôle de product manager, c'est vraiment de rapprocher le marketing et les ingénieurs, parce qu'effectivement, vous imaginez, traditionnellement, il y a un peu l'information qui se perd en traversant toute l'entreprise entre le département marketing et la R&D. Voilà, donc on les met ensemble dans la même équipe. Alors du coup, on va aussi regarder une autre référence qui est, donc là on parle de Scrum, on peut regarder le Scrum Guide, qui est un peu du coup notre Bible, voilà, ou notre table des lois. Donc quelques extraits un peu reformulés pour la format table de loi. C'est quoi le rôle du product owner? Donc ça commence directement, il a pour rôle de maximiser la valeur produit. C'est la première phrase. On nous explique qu'il va gérer le backlog produit. Bon, puis là, il y a tout un pavé, une liste à puces longue comme le bras de qu'est-ce que ça veut dire. Par contre, on nous précise, il en est le garant, mais il n'est pas obligé de les faire lui-même, toutes ces tâches de gestion du backlog. Donc voilà, il s'assure que ça arrive et que c'est bien fait, mais ce n'est pas forcément lui qui doit faire tout ce que ça implique de gérer le backlog produit. On nous précise aussi que ça doit être une personne, une seule, et pas un comité. Ce qui est vrai quelque part, c'est peut-être pas plus mal pour prendre des décisions. Voilà, au moins, la décision elle est bonne, elle est mauvaise, mais en tout cas, elle est prise qu'une seule personne. Et puis, on nous dit aussi, ce qui semble évident une fois qu'on l'a dit, pour que ça marche, son rôle, il faut que toute l'organisation respecte ces décisions de ce product owner. Voilà, donc déjà, on voit que c'est quand même un rôle qui a quelque part, qui a de l'impact, quoi, qui n'est pas juste traduire des specs. Et après, au-delà de ça, il y a aussi un élément qui est en plus, qui va relativiser tout ça, qui va remettre en perspective. Il y a une phrase qui nous dit « Ce rôle peut varier grandement selon les organisations, les équipes Scrum et les individus. » Voilà. Et c'est pour ça que le sujet, quelque part, il est aussi complexe, c'est que cette définition du Scrum Guide, ce n'est pas une fiche de poste, c'est un ensemble de guidelines, et on nous dit même très clairement, la pratique, ça peut prendre plein de formes différentes, d'une équipe à une autre, d'une organisation à une autre. Donc du coup, ce que je te proposerais bien, Nathalie, c'est quoi? C'est qu'on se pose la question, voilà, je prends un bloc-notes, et puis on peut peut-être essayer de se dire, c'est quoi les critères pour essayer d'évaluer, vous par exemple, si vous êtes product owner, product manager, ou ceux que vous fréquentez dans votre organisation, dans votre équipe, est-ce que vraiment ce sont des product owners? Ça serait quoi les choses à regarder? Donc voilà, donc je commence à remplir. Voilà, on commence à voir si je suis un vrai PO, un PO product owner. On fait ça, Nathalie? Allez. Donc du coup, on va passer, on va regarder des histoires vraies de PO. On va même les vivre ensemble, je pense. Oh là là. On commence?
te dis de faire ça comme ça et arrête de discuter. La fonctionnalité, c'est ça, point, barre. N'insiste pas, ne négocie pas le périmètre. C'est comme ça, je veux tout. La checklist, elle est faite. Maintenant, réalise-le. Mais t'es sûr? Je suis pas... Vraiment? Bah oui, on n'a pas le choix. Ok. Malheureusement. Donc on a aussi un autre cas de figure. Voilà, personne qui arrive. Tu sais, moi, c'est pas moi qui te dis ça. Hein. C'est le CEO qui a décidé. Moi, je te relais juste. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire ça, mais il faut le faire. Hein. Toujours pareil, on arrête de discuter. C'est le CEO. Hein. On ne négocie pas avec le CEO. Bon. Est-ce que vous l'avez vécu, cette situation? Ils sont timides aujourd'hui. Mais ils ont tendance à faire le visage. Donc ils répondent, ils s'impliquent. Ma première question, c'est pour qui on construit finalement un produit? C'est ça. Donc en général, en tant que product owner, lors des réunions, on est un peu le porte-parole de nos utilisateurs. Cela implique finalement de connaître ses besoins. Comment on peut connaître ses besoins? Ils communiquent avec nous directement. Par exemple, quand on est en B2C, les gens nous écrivent directement en nous disant « ça serait bien qu'on puisse avoir ça ». Ou ils se plaignent, ils se disent « mais ça marche pas. Ça ne devrait pas marcher comme ça. Ouais. » Et donc du coup, moi, j'ai des retours utilisateurs sans un feedback et je peux construire du coup un produit derrière. Et puis je préciserais même quand on travaille à France Télévisions, parfois c'est des messages pleins d'amour. Hein. C'est vrai. Sur Plus, ils recevaient des trucs genre oui, vive la France ce soir. Voilà, c'était un peu, ils écrivaient. Mais on peut les avoir aussi de différentes manières. En amont du produit, par exemple lors des tests utilisateurs, quanti ou quali. Ça veut dire qu'on va voir les personnes, on les fait remplir des questionnaires ou on les interroge directement en focus group et ça nous permet de construire une expérience utilisateur derrière. En tout cas, qui correspondrait aux besoins de l'utilisateur. Mais quand les personnes finalement racontent des choses, moi aussi je mets en perspective, je me dis qu'il y a des biais, que parfois, ça dépend avec qui on travaille, on n'a pas forcément les bonnes informations. Donc ce que je vais faire aussi en amont, c'est déjà d'avoir un plan de tagage efficace. Ça veut dire que j'ai besoin de déterminer tous les KPI que je veux déjà mesurer pour ma fonctionnalité, de les mettre dans un plan de tagage, de les taguer à chaque fonctionnalité au fur et à mesure de mon produit. Et ça me permet systématiquement, à la sortie, un mois après, de vérifier si ma fonctionnalité a marché ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la situation où on a vu tout à l'heure la parole du CEO? C'est un utilisateur, le CEO, de toute façon, non? C'est le premier utilisateur à la base. C'est le premier client ou c'est la personne qui a un vrai besoin, qui a imaginé et qui a conçu ce besoin-là. En tant que product owner, ce que je vais faire, moi, c'est en général, c'est non. Parce que les analytics, tout me disent le contraire. On ne va pas aller, c'est trop risqué. Tu risques de mettre en péril ta boîte. Mais parfois, les CEO, moi, j'y ai pas accès. Pas toujours. Parfois, ils sont bouchés aussi. Oui, parfois, je ne peux pas négocier. Je suis bloqué. Donc, la situation en fait, dans laquelle je vais me retrouver, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour satisfaire le CEO? Déjà, j'ai besoin de comprendre pourquoi il en a besoin. Quel est l'objectif qu'il est en train de satisfaire? Pourquoi lui, il attend de cette fonctionnalité? Et c'est à moi d'aller interroger via les différentes parties prenantes pourquoi? Pour déjà avoir le bon feedback. Et derrière, moi, ça me permettrait de minimiser le coût de la fonctionnalité. Parce que tout ce qui va être construit va reporter ce qu'il y a dans ma roadmap. Je commence à spoiler la suite, mais... Bon, ok. Donc, du coup, je reprends mon bloc-notes. Donc, voilà. Donc, visiblement, de ce que tu dis, hein, j'ai essayé de résumer. Voilà. Inclure l'utilisateur, ça fait partie des sujets. C'est traditionnellement un des rôles qu'a le PO, c'est de s'assurer qu'il y a l'utilisateur dans la salle, quoi. Quand on discute, quand on prend une décision, quand on échange. Voilà ce que tu expliquais, voilà, intégrer les retours utilisateurs, avoir des analytics, et puis aussi itérer rapidement, parce que sinon, finalement, le feedback qu'on va avoir, il va avoir une valeur toute relative. OK. Jean-Pierre, t'as vu cette fonctionnalité? Quoi? J'adore! Je la veux dans mon produit. Je ne peux pas faire sans. C'est obligatoire.
Ouais. Et c'est pas mal ce que vous avez fait là, mais si on rajoutait encore cette fonctionnalité, Et celle-là, et puis encore celle-là aussi, et encore celle-là, et celle-là, et celle-là. qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que vous l'avez vécu cette situation? Du backlog infini ou de la demande infinie? Comment on choisit une fonctionnalité? Comment on choisit quelle fonctionnalité va arriver par la suite? Avoir des idées, c'est pas compliqué. Je pense qu'une fois que vous avez des problèmes, si je vous demande de trouver des solutions à un problème, chacun en aura peut-être des centaines. Beaucoup. Donc, ce que moi j'ai besoin, c'est de, commencer à traduire cette vision de l'entreprise. Quelle est la vision de l'entreprise? Où est-ce qu'elle veut aller? La traduire après en vision produit. Une fois qu'on a traduit en vision produit, c'est quels sont les objectifs à atteindre? Pardon. Quels sont les objectifs à atteindre pour ce produit-là, avec cette vision? C'est quoi l'ambition de l'entreprise? C'est quoi l'ambition du produit? Et ensuite, j'ai besoin que tout le monde soit embarqué dans mon objectif. J'ai besoin de relayer cette vision à tout le monde, toutes les parties prenantes, que ça passe de l'équipe produit aux stakeholders. Donc on a des instances qui permettent de faire tout ça et de produire et de rappeler finalement cette vision produit systématiquement. Et pour éviter la situation de « et moi je veux rajouter, et je veux encore rajouter, et je veux encore rajouter », le rôle de product owner, en fait, il va souvent dire non. Ou en tout cas, il y a une forme apparentée de dire non aux stakeholders. Et pour éviter de mettre dans un malaise finalement nos stakeholders et qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi on dit non, cette vision produit, c'est le bon prétexte pour leur dire « ta fonctionnalité ne répond pas pour l'instant à mes objectifs. Donc, j'ai besoin que tu repousses ta fonctionnalité ou que tu viennes redéfinir pour savoir quel est l'objectif à atteindre pour la suite. » C'est comme ça qu'on va choisir nos fonctionnalités et au moins toutes les parties prenantes sont au courant. Ok, je reprends mon bloc-notes. Donc je vais rajouter, tiens, le rôle du PO, c'est aussi très important de relayer la stratégie globale. Et d'ailleurs, dans ce que tu disais, moi souvent la définition que j'aime bien donner d'une vision, c'est un outil pour pouvoir prendre des décisions sans escalader jusqu'au patron. Donc, du coup, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire garder la direction. Enfin, ça aussi, ça arrive. On va dans un sens et puis on dérive. Donc fédérer autour de cette vision. Parce que c'est aussi souvent le produit qui fait que c'est passionnant d'ailleurs, ce sur quoi on travaille. Donc si on oublie sur quoi on travaille, il faut emmener tout le monde. Et puis ça, tu l'as effectivement dit. Pouvoir dire non. Pas dire non, hein. Pouvoir dire non. Il faut que l'organisation le permette. Alors. Jean-Pierre. Quoi il est vendredi, il est 17h. Il y a un bug super urgent à corriger, s'il te plaît. Ils sont déjà tous partis. Je m'en fous. Tu rappelles les gens, je veux corriger ce bug. Il faut qu'il soit livré en prod, là, maintenant. Ok. L'autre cas de figure, c'est quoi? C'est bon, allez, Nathalie, tu as de la place dans ton backlog, tu peux le prendre. Ça prend que 2 heures. C'est simple. C'est facile, cette fonctionnalité. Tu aurais peut-être la coder, la fonctionnalité. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que vous l'avez vécu? Donc, qui prend les décisions? Pour éviter en fait, que cette situation elle se reproduise souvent, en tout cas chez France Télé et dans différentes entreprises que j'ai pu avoir, c'est d'avoir une instance où on réunit tous les stakeholders. Oui, parce qu'il y a le classique de « mais vous ne pouvez pas prendre cette décision sans moi, oui. Vous ne pouvez pas la prendre par email, vous ne pouvez pas la prendre juste en vous parlant. » Ils ne sont pas joignables. Ils ne sont pas joignables, ils ne sont pas accessibles. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont. En même temps, ils sont là, mais ils s'en foutent du produit. Mais ils veulent que le produit avance, parce qu'il faut continuer quand même à faire avancer le produit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que pendant cette instance-là, mettre en place des outils d'éducation. L'éducation, elle passe par exemple, pour la situation des bugs, nous, on a construit une échelle de la priorisation des bugs. Cette échelle, elle permet de savoir quand est-ce qu'on est censé interrompre le sprint, la tâche en cours, jusqu'au on arrête tout. On arrête tout, exactement.
Donc, tout le monde est au courant. L'échelle, tout le monde, elle est partagée. Lors de cette instance-là, tout le monde est au courant, les stakeholders sont au courant. Mais pas que. Il y a d'autres outils. Donc, pendant cette instance-là, on rappelle, nous, nos règles en début d'instance à nos stakeholders, la vision produit, qu'on a vue précédemment. Et finalement, si à chaque fois qu'il se passe quelque chose lors de la semaine ou lors des bugs rencontrés ou un changement parce que le comportement utilisateur a changé, dans ces cas-là, les stakeholders sont, alertés. Parfois, ils doivent arbitrer, ils doivent prendre une décision. Donc, il y a un choix à faire. Donc, ils sont responsabilisés aussi devant la décision. Ils ne peuvent pas venir nous dire « Ah, mais je ne savais pas ça ». Et toutes ces personnes-là sont alignées parce qu'elles disposent des tenants et des aboutissants de la décision qui a été prise. Elles sont répertoriées dans un document, elles sont envoyées aux stakeholders et tout le monde a ce document-là avec la prise de décision, la date des faits. Donc après, avec l'éducation de ces parties prenantes, ça me permet en fait d'éviter que chaque personne demande au développeur mais je voudrais ça aussi dans mon backlog, parce que ça fait bien, je sais que ça va apporter beaucoup d'argent. Ça marche avec une seule personne. Quand l'entreprise est toute petite, il y a un stakeholder. Ça va encore. Vous imaginez s'il y avait 10 stakeholders qui viennent interrompre toutes les 5 minutes le développeur? C'est pas vivable. Même pour nous en tant que Scrum Master ou en tant que Product Owner, en fait, du coup, j'aurais perdu mon équipe. Parce que la personne, elle serait éparpillée, elle ne pourra jamais être focus finalement sur ce qu'elle est en train de faire. Il faut qu'elle gère aussi les autres pour pouvoir dire non, c'est pas gérable. Donc, en gros, c'est un cercle vicieux, et en général, ça entraîne jusqu'à la démotivation ou jusqu'à quitter la mission. Mais finalement, Jean-Pierre, j'invente rien. Non. Toutes ces règles, on appelle ça un peu des règles de bon sens. Oui, alors le bon sens, on en reparlera plus tard. Hein. On va énoncer des choses évidentes, mais bizarrement, il n'y a pas grand monde qui les met en place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le bon sens? On peut le challenger. Bon, donc du coup, ce que je relève de ce que tu me dis, je vais peut-être sembler un peu pédant, c'est la décentralisation des décisions. C'est effectivement... en fait, quelque part, même le product owner et le principe même d'équipe produit, en fait, elle ne sert à rien s'il n'y a pas de décentralisation de décision. Finalement, si toutes les décisions elles viennent d'en haut et c'est des instances qui mettent 2 mois à se mettre d'accord, c'est très bien le cycle en V finalement. Donc justement, la décentralisation des décisions, elle accompagne toujours ça. Donc ça veut dire quoi derrière? Donc c'est la notion d'empirisme. Parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'on veut décentraliser les choses, parce que la bonne décision, elle va venir du terrain, elle va venir parce qu'on aura testé des choses. Le focus de l'équipe, effectivement, à leur niveau, ils se donnent leur objectif, ils le drivent. Et oui, la responsabilisation des stakeholders, parce que c'est pas si simple en fait. Hein. On reprend l'exemple du CEO qui décide il faut ça. C'est pas si simple de faire la transition du CEO, je gère l'intégralité de ma boîte, à maintenant je suis vraiment CEO et donc j'ai plus du tout les mêmes responsabilités. J'ai une vraie dimension par rapport à l'entreprise. Ça évite surtout que le stakeholder ou même les sponsors, ils viennent et ils nous disent « Ah, mais la décision a été prise par le PO ». Donc là, tout le monde est au moins engagé sur une décision qui a été prise. Alors, il est intéressant ce point-là parce qu'en fait, il fait un peu écho au précédent. Là, quand on parlait, tu l'as dit, hein, tu as parlé de la vision, pouvoir dire non. Donc ça, c'est ce qu'on avait évoqué sur la stratégie globale. Et puis voilà, ce qu'on avait dit aussi, il faut itérer rapidement. On en revient, c'est la raison pour laquelle on veut justement décentraliser les décisions. C'est pour pouvoir prendre plus de décisions et les prendre plus vite et prendre des meilleures décisions. Donc effectivement, si on ne s'est pas livré plus vite que tous les 6 mois, le product owner ne prendra pas des meilleures décisions non plus que les exécutifs. OK. Il y a autre chose? Un dernier point. Ça n'a aucun sens. Je ne veux pas que ce produit sorte comme ça. L'expérience utilisateur, elle est archi pourrie. Je n'en veux pas. Ouais. Ou alors, c'est déjà bien ce qu'on a fait jusque-là, mais en l'état, on ne peut pas le livrer là. Hein. Là, pour l'instant, c'est moche quand même. Faut en faire plus. Tu veux
Tout le monde connaît la slide. Vous l'avez vécu? Mais pourquoi on construit un produit? Je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Amazon ici, non? Je ne sais pas ce que vous pensez de la UI. Je ne parle pas de l'expérience utilisateur, hein, je parle de la UI de Amazon. Merci. Je ne suis pas la seule à trouver ça pourri. Pardon Amazon. Mais pourtant, pourquoi en fait Amazon peut se permettre de livrer un produit, en tout cas une app, avec une UI pourrie? En tout cas, ils se font un paquet de thunes. Hein. Ils ont quand même, je pense que le meilleur chiffre d'affaires de l'année, toute année confondue, quoi, tout mois confondu. Et leur force finalement, qu'est-ce que c'est? Des prix très compétitifs, large choix, rapide et un support très efficace. Ouais. Qu'est-ce que je viens de décrire? J'ai jamais mis l'utilisateur à l'intérieur. C'est quoi l'objectif de Amazon? Faire du business, tout simplement. Faire du business et faire du cash. Il ne faut pas se le cacher. C'est ça qu'ils veulent. Donc ça, c'est la raison de pourquoi ils ont fait un produit. Mais faire du business, on n'en fait pas tous. Quand on était chez France Télévisions, moi, j'en faisais pas. En tout cas, mon business, j'étais une pure charge, comme je le répète souvent. J'étais un produit pour enfants, pas de pub, un simple player pour pouvoir en fait regarder des vidéos en replay. Basta. Mon business, zéro. Aucun cash revenu généré. Le business n'était pas par rapport à l'argent. Voilà. Donc en fait, business ne rime pas forcément, en tout cas pour moi, avec cash. En tout cas avec de l'argent. Mon business à moi, quand j'étais chez France Télévisions, ou dans l'exemple de France Télévisions, c'était de pouvoir regarder et du coup de générer un maximum de vidéos vues dans l'application ou sur nos produits, sur nos plateformes. Parce que du coup, puisqu'on parle de France Télévisions, moi je te dirais presque l'exemple inverse. Moi j'étais sur le player, et en vrai, les objectifs, c'était presque secondaire hein, que la vidéo se lise. Hein. Le premier, c'est qu'il faut qu'on ait les trackings, parce qu'une vidéo lue, mais on ne sait pas qu'elle a été lue, en fait, elle ne compte pas. C'est des chiffres qu'on remonte qui comptent, ce n'est pas vraiment ce qui est lu. Et puis en deuxième, il faut qu'on mette bien la pub sur les produits qui ont de la pub. Et en troisième, effectivement, il faut quand même qu'il y ait un service derrière avec la vidéo se lise, mais presque en ordre de priorité, c'est d'abord, il faut qu'on ait le tracking, deuxièmement, qu'on ait la pub. Quoi. Et après, oui, il y a un service. Et c'est assez courant, en fait, ça. Exactement. Et je crois qu'il y a même un troisième exemple, Jean-Pierre, que tu as pu vivre chez Mythic. Oui, parce que chez Mythic, et c'est quelque part, c'est un peu le modèle du freemium. On vous donne des choses et d'autres choses qu'on ne vous donne pas. Il faut payer pour les avoir. Mais en fait, techniquement, rien ne les empêcherait de les donner. Le produit est conçu pour vous enlever des features, en fait, pour que vous payiez pour les avoir. Et à Mythic, il y a eu plusieurs phases. Parfois, il y avait des phases où il y a un peu l'âge sombre, où c'était même vraiment très, 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 très business et c'était pas forcément beau à voir. Mais c'est le classique, oui, du freemium. On ne vous donne pas tout. Donc alors, qu'est-ce qu'on se dit, Nathalie? Voilà. En gros, on se dit, là, les trois choses qu'on a dit, elles sont bien, et c'est assez récurrent. Mais si vous les faites pas, par contre, vous aider à faire du business, vous êtes probablement plutôt bien, en fait, dans votre rôle de product owner. Il y a des moments où l'utilisateur, c'est pas ce qui compte. Voilà. Dès que c'est les sujets de pub, en général, on en arrive là-dessus. Il n'y a pas d'utilisateur qui demande de la pub, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un sujet encore plus méta, plus important. Il n'y a pas de mauvais product owners, seulement des product owners inadaptés à leur contexte. Donc aujourd'hui, on n'était pas là pour juger ce que c'est un bon ou un mauvais product owner. On est juste là pour vous donner des clés, pour vous dire ce que c'est le product ownership. Et effectivement, donc ça, c'était un article que j'avais écrit l'année dernière. Hein, c'était vraiment cette idée que, quelque part, on a aussi parfois des product owners qui se sentent coupables de comment ils font leur métier, quoi. Et en fait, c'est vrai, la bonne réponse, la bonne posture, le bon product owner, ça reste très contextuel. Et c'est ce qui nous amène, du coup, oui, au mindset. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette checklist. C'est-à-dire que prenons de la hauteur, en fait. Et pourquoi on le fait vraiment? Encore une fois, dans le Scrum Guide, ce n'est pas une fiche de poste, c'est un ensemble de choses, c'est des guidelines. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pour ça qu'on essaye un peu de
faire la mise en scène pour un peu retourner le cerveau, pour réaliser. Mais parfois, le business, c'est plus important que les utilisateurs. C'est pour ça voilà, qu'on a voulu prendre cette approche. Voilà, ça, c'est un peu voilà, le don que nous faisons. C'est une petite checklist de se dire, OK, est-ce que vraiment on accomplit ça? Sachant qu'aujourd'hui, on arrive quand même de plus en plus à faire des business où ça se complète. Globalement, de se prendre en main, de considérer l'utilisateur. On a des utilisateurs qui sont plus contents et ça nous permet d'avoir plus d'utilisateurs ou qui restent plus longtemps, donc ça permet de faire du business. On n'est pas toujours dans l'approche j'arnaque les gens, entre guillemets. La stratégie globale, souvent, c'est une stratégie qui sert à faire du business et décentraliser les décisions. Justement, c'est pour prendre les bonnes décisions qui permettent de prendre des meilleures décisions business, etc. Tu veux ajouter quelque chose, Nathalie? Non. Merci à tous. Vous.